Monsieur le Président de la CNES et Monsieur le Ministre, Monsieur le député aussi, nous ont donné quelques éléments d'information qui peuvent, je crois, former la trame de notre intervention. Vous avez dit, cher collègue M. Ba, 50 milliards de dollars, c'est un chiffre important en termes de déperdition pour les économies de nos pays. Mais derrière ce chiffre, ce sont des menaces sécuritaires qui assaillent notre continent, confronté depuis des années à une violence multiforme qui, vous le devinez, ralentit la construction de nos États et leur essor économique et social. L'Afrique, ce sont des chocs climatiques importants, des sécheresses, des tensions sociopolitiques, des difficultés économiques, on y reviendra. C'est la fragilité de nombreux régimes politiques et une instabilité sécuritaire symbolisée par l'incapacité de nombreux États à contrôler des territoires immenses. Ce sont là, je crois, quelques traits que nous pouvons mettre en avant. Au plan sécuritaire, commerce des drogues, trafic des personnes, piraterie, trafic de cigarettes, on en a parlé ce matin, on y reviendra, commerce occulte de matières précieuses, braconnage des espèces protégées, le trafic d'ivoire en particulier, le trafic de migrants, constituent en effet des défis importants pour nombre de gouvernements africains et certainement pour la sous-région. On m'a demandé de parler de l'environnement sécuritaire. Je vais donc, avec votre indulgence, essayer de passer en revue chacune de ces conflictualités et déterminer en quoi elles constituent une menace pour la sécurité de la région. Je crois que vous comprendrez qu'on ne peut pas disserter plus que nécessaire sur chacune de ces menaces, le temps imparti ne le permettant pas. Donc nous allons passer rapidement en revue en donnant quelques traits dominants. Le trafic de drogue. Les ports et aéroports ouest-africains constituent, il faut le dire, depuis quelques années, des zones d'entrée pour la drogue en provenance d'Amérique latine. La proximité de l'Amérique latine, de la Guinée-Bissau, tout le monde le sait, est une réalité qui permet à des petits avions venant de Colombie, venant de tous ces pays d'Amérique latine, de transporter facilement la drogue dans les îles Bissagos, de la cacher et après un temps de la disperser à travers le reste du continent. Cotonou, Lomé, Niamey, Bamako. Cela est facilité par la relative, c'est le mot que j'ai retenu ce matin de M. Sidiki Ba, la relative porosité des frontières et naturellement par la faiblesse des appareils sécuritaires de nos États, incapables pour beaucoup de contrôler l'immensité des territoires. Mali, Niger constituent des territoires immenses qu'il est aujourd'hui très difficile de contrôler et naturellement ces pays deviennent à leur corps défendant des pays de transit à destination de l'Europe. Les routes de la drogue, naturellement, se croisent en particulier dans le désert sahélo-sahérien.
On estime qu'entre 30 et 40 tonnes de cocaïne chaque année transitent par l'Afrique de l'Ouest et ce trafic génère un flux financier capable de déstabiliser les États. On le verra dans le cours du colloque. Le trafic d'armes, il est considéré comme le passage en contrebande d'armes ou de munitions. Il est facilité par l'insuffisance des dispositifs de contrôle et par le recyclage des armes d'un conflit à l'autre. Selon des estimations, les armes de petit calibre ont alimenté plus de 22 conflits en Afrique et fait plus de 5 millions de morts. On estime que 4 à 8 millions d'armes de petit calibre circuleraient en Afrique de l'Ouest. La littérature récente met trop facilement l'accent sur la dissémination des armes à partir du conflit libyen. On le dit. Mais il ne faut pas oublier que depuis la fin de la guerre froide, les armes circulent très facilement et constituent réellement une menace pour beaucoup de pays. On estime qu'on peut acquérir un AK-47 pour le prix d'un sac de ciment. Aujourd'hui, c'est vraiment une préoccupation parce que le trafic d'armes, le trafic de drogue se combinent pour financer le terrorisme. La troisième menace, chers séminaristes et collègues, c'est la traite des personnes, le trafic illégal de migrants. Loin de moi de vous dire que l'immigration clandestine en elle-même constitue une infraction, ce n'est pas le cas. Ce qui est incriminé par la loi, c'est le trafic de migrants défini par le protocole des Nations Unies comme un acte permettant l'entrée clandestine d'une personne dans un État moyennant un avantage et une activité illicite. On estime à 150 millions de dollars ou plus le bénéfice généré par ce trafic. Avec le délitement de la Libye, la crise des migrants s'est déclenchée en 2015. On peut penser que ce chiffre est sous-estimé et que les flux générés sont supérieurs. Le nombre de migrants clandestins, ce sont des estimations qui ont atteint l'Europe par la mer via les routes de la Méditerranée centrale et occidentale, a considérablement augmenté, passant de 55 000 en 2013 à 160 000 en 2015. Certainement, le chiffre a augmenté. Et ce néo-nomadisme des populations appauvries, sans ressources, sans espoir, les expose à de nombreux risques. Falsification de documents, exploitation sexuelle, esclavage. Ce qui s'est passé en Libye récemment est dénoncé en est une illustration. Travail forcé, mendicité forcée et même prélèvement d'organes constituent quelques sévices infligés à ces proies faciles par des réseaux criminels. La pyramide, on trouve en bas les migrants, au milieu les passeurs à plein temps qui organisent les trafics, organisent les rabatteurs, hébergent les migrants et veillent au bon déroulement des opérations. Et au sommet de la pyramide, on trouve les propriétaires des entreprises de services au Niger. Ils ont pignon sur rue en tant qu'entrepreneurs de services pour la migration vers l'Europe. La piraterie constitue aussi une préoccupation pour les pays de la région. Il y a quelques années, on a dénoncé la piraterie du côté de la Somalie. Aujourd'hui, c'est le golfe de Guinée
qui constitue une zone très peu sûre pour les équipages et les navires. Pourquoi? Parce que la zone est riche en pétrole offshore et l'arraisonnement des bateaux permet aux pirates de la mer de demander des rançons en prenant en otage les bateaux. Au large du Nigeria, on soupçonne les anciens rebelles du Mende et on peut dire effectivement qu'aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est l'enlèvement de membres d'équipage avec demande de rançon. Après ces trois conflictualités, c'est la question du terrorisme qui va nous préoccuper. On dénombre de nombreux groupes terroristes dans la région. Depuis la mutation, vous le savez, du GSPC algérien en AQMI et l'incrustation de AQMI dans le Sahara malien en particulier, et la volonté de ce groupe terroriste de créer un califat islamiste dans le nord Mali, un califat appelé à s'étendre dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'avez suivi, depuis la situation s'est envenimée, de nombreux groupes terroristes se sont installés. Nous avons le groupe terroriste malien de Iyad Agali, le groupe terroriste du Mujao, le groupe terroriste de Amadou Koufa dans le centre du Mali. Nous avons Al-Mourabitoun et ceux qui traquent la contrebande de cigarettes connaissent très bien Mokhtar Belmokhtar, dit le borgne spécialisé dans le trafic de cigarettes depuis les années 1990. Et tous ces groupes terroristes se sont regroupés il y a peu sous le nom de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Agali avec ce projet, je l'ai dit, de créer un califat islamiste très éloigné de l'islam tolérant, de l'islam du juste milieu dont le président Macky, je crois, a été un grand défenseur il y a quelques mois. J'ai suivi un peu son débat. Donc un islam tolérant, un islam du juste milieu que nos régions connaissent. Mais le plus grave, c'est que, à la faveur de ces groupes terroristes, nous connaissons, et vous suivez l'actualité, de nombreux conflits communautaires dans le centre du Mali. Conflits entre Peul et Dogon, et je crois que cela est extrêmement préoccupant, parce que ce sont des communautés qui ont appris depuis des lustres à vivre en parfaite harmonie les unes avec les autres, et effectivement, qui aujourd'hui, je crois, manipulés par des personnes déterminées à entretenir le chaos, s'opposent les unes aux autres, mettant en danger la sécurité du pays. Nous avons aussi des développements terroristes malheureux au Burkina Faso. Le groupe Ansarul Islam de Malam Dicko aussi, je crois, a partie liée avec les groupes terroristes maliens. Et vous avez aussi suivi les attentats du Splendide à Ouaga, les attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons dans la région à faire face à des réseaux terroristes dont le financement a des liens importants avec le commerce illicite. Et donc voilà, je crois, quelques-unes des conflictualités qui nous préoccupent dans le cadre de ce séminaire. Mais je crois qu'il faut aussi parler de deux phénomènes qui sont
la contrebande de médicaments et de marchandises. Aujourd'hui, c'est un constat. Le continent africain et la région CEDEAO sont devenus des déversoirs, je ne dirais pas poubelles par respect, pour de nombreux produits de contrebande. Des produits alimentaires de première nécessité, des jouets inflammables, du rhum frelaté, des produits cosmétiques, des fausses poches de sang, des médicaments contre le palu qui n'en sont pas, des plaquettes de frein, des pièces électriques. Tous ces produits inondent les marchés africains et comme M. le ministre délégué l'a dit, c'est une préoccupation pour la santé de nos populations et la sécurité collective de nos États. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette contrefaction de marchandises? Un spécialiste m'a dit, les Africains sont très intelligents, ils font beaucoup de brevets, mais n'enregistrent pas les brevets. Ils n'enregistrent pas les brevets, et quand vous n'enregistrez pas votre brevet, bon, vous ne pouvez pas l'empêcher qu'on en fasse une copie. Et il m'a dit, ce sont les Africains eux-mêmes qui vont voir les Chinois, les Thaïlandais, les Indiens, pour leur demander, à partir du moment où les brevets ne sont pas déposés, d'en faire copie et de faire les produits qu'ils font. C'est une interrogation pour nos chambres patronales de commerce et nos associations de consommateurs. Et donc, on estime, mesdames et messieurs, de 30 à 80% les produits vendus en fonction des secteurs. La Chine et la Thaïlande seraient spécialisées dans les produits manufacturés et le textile. L'Inde possède, vous le savez tous, des laboratoires pharmaceutiques capables de produire des copies de génériques et de cosmétiques. Le Brésil et la Colombie seraient spécialisés dans l'agroalimentaire. Ces produits, en particulier les médicaments, sont dilués ou dénués de toute substance active. Les pharmacies par terre pullulent dans nos marchés et nos foires rurales et cela est préoccupant. L'Organisation mondiale des douanes et l'Institut de recherche contre la contrefaçon IRSAM essaient un peu de lutter contre ce fléau. Et vous le savez, l'impact sur la santé, c'est des diabètes, des allergies, des problèmes rénaux, des cancers et aussi un enjeu économique.